Face à elle, votre rendez-vous actualité du vendredi sur LFM. Ce soir, LFM accueille le prêtre, polytechnicien, éducateur spécialisé, écrivain et expert des questions d'éducation dans les zones sensibles, Jean-Marie Petitclerc. Je laisse maintenant la parole à Labib et Daoudi. On va passer au coup de cœur. Oui. Et le coup de cœur, on va commencer honneur aux femmes naturellement. Françoise, votre coup de cœur? Alors moi, c'est un coup de cœur pour les jeunes du premier local que tu as ouvert à Chanteloup-les-Vignes il y a 30 ans. Alors j'avais déjà énormément admiré... Que tu as ouvert, vous adressez à Monsieur Petitclerc, n'est-ce pas? J'adresse à Jean-Marie Petitclerc, que je connais depuis très longtemps. Oui, un coup de cœur pour le choix qu'ils avaient fait d'une calligraphie d'Hassan Massoudi. Et de chouette la phrase qui résume bien, à mon sens, la jeunesse actuellement. Ils avaient fait le choix d'une phrase de Paul Valéry: le vent se lève, il faut tenter de vivre. Je trouvais déjà que c'était ça. Mais là, ils m'ont un peu scotché par les phrases qu'ils viennent de mettre autour d'un graphe du local qui est toujours ouvert 30 ans après. Alors, je ne sais pas si cette phrase s'adresse à tous ceux qui parlent avec suffisance plus qu'ils n'agissent avec efficacité, mais en tout cas, elle dit, cette phrase: l'arrogance précède la ruine, l'orgueil précède la chute. Alors, je pense que c'est à méditer par beaucoup d'hommes qui vont postuler pour des élections en ce moment. De femmes Non, mais de aussi, femmes, peut-être. et de femmes, Ah bon, et de femmes, quand oui. même. Oui. Incroyable. Bon, Labib, Eh un ben, petit coup de cœur. écoutez, puisqu'on est sur les élections, moi j'ai bien envie de mettre un petit rayon de soleil dans le sombre ciel de François Hollande, puisque son nom, c'est un de ses anciens gardes du corps durant la campagne électorale de 2012, Alexandre Piel, vient d'être récemment, a reçu récemment la distinction de Mister Univers, c'est-à-dire monsieur très boldiné. Mais en plus de cela, ce monsieur se lance en politique puisqu'il brigue la municipalité de Coudebec-les-Bœufs sous l'étiquette PS. Les bœufs, non. Oui, possible. Coudebec. Alors je la Les refais. bœufs, alors. Non. Coudebec-les-Bœufs. Les ailes-bœufs. Ou les Pierre. Elbeufs, comme vous voulez. Ah oui, non, les ailes-bœufs, ça doit être ça, oui. Eh ben c'est Et Ah bon. les Elbeufs, vous avez raison. Ah Et ben, vous, moi, Pierre c'est plutôt les ailes vaches. Voilà. Ça, c'est le Canard enchaîné, vous savez bien que c'est une de mes C'est lectures toujours un préférées. favori, hein. Ah oui, j'aime bien, j'aime beaucoup leur esprit un peu tordu, mais ça l'esprit d'escalier, vous savez. Donc en fait, ça se passe en Allemagne, cette histoire. C'est un petit coup de Histoire cœur. véridique, naturellement. Ah, totalement véridique. Et en fait, il y a dans une étable qui devait être assez mal ventilée, 90 vaches avec leur flatulence ont fait tout péter. Le toit a sauté parce qu'en fait elles ont dégagé tellement de méthane et que comme c'était pas aéré, il y a eu une petite décharge électrostatique et pouf, tout est parti. Voilà. Donc si vous voulez, comme dirait On peut dire le que les vaches ont journaliste- dégazé. Ah, ça a dégazé et puis sec. Et en fait, comme dirait le journaliste, ça va de mal en pis cette histoire. Bon. Monsieur Petitclerc, votre coup de cœur. Mais moi aussi, ce serait pour un jeune que j'avais connu adolescent. Lorsqu'il était collégien, il faisait vraiment le souk. Non seulement au collège, mais aussi dans le service d'accompagnement scolaire que je dirigeais alors. Et puis, vous savez, un jeune installé de toute façon, on peut qu'échouer à l'école. De toute façon, les profs aiment pas les Arabes. Hein. Et puis, il a rencontré un jeune stagiaire polytechnicien qui était marocain. Alors là, il a commencé à changer un petit peu de raisonnement. Et là, j'ai retrouvé, 10 ans après, il venait de Londres, où il travaille dans la finance, après avoir fait une école du plateau de Cergy. Et il me dit, tu sais, Jean-Marie, c'est en Angleterre que pour la première fois, je me suis vraiment senti français. Et je me dis, c'est quand même dommage que ces jeunes des quartiers doivent s'exiler en Angleterre pour avoir conscience qu'ils sont les représentants de notre beau pays. C'est un Ouais. très beau coup de cœur. Ouais. Très beau coup de cœur. Françoise, votre coup de gueule. Alors moi, mon coup de gueule, c'est pour ce que je viens de lire dans une des pages de l'AFP, en plein moment où on parle du plan de lutte contre les violences faites aux femmes. Il faut rappeler quand même qu'il y en a 157 qui meurent chaque année. Alors, je signale l'imagination quand même débridée d'un homme qui a frappé son ex-compagne, invalide, avec un poulet congelé, considérant l'espèce comme une arme par destination. Ça a acheté un froid, ça. Ça, j'étais un froid. Ouais. Alors, il y avait 2 grammes 4 d'alcool quand même dans le Il sang. avait de l'antigel, lui. Voilà, lui il avait l'antigel et j'ai envie de lui dire boire ou accompagner une femme, il faut choisir. puisque Oui, David, puisque moi je voudrais coup rester de gueule, oui. sur les violences faites aux femmes. Et moi j'ai un gros coup de gueule, vraiment un vrai coup de gueule.
C'est concernant les instances du Parti socialiste de la Fédération qui ont donné l'investiture au maire de Fontenay-aux-Roses, alors que ce maire a été condamné récemment, c'est-à-dire en 2012, à 6 mois de prison avec sursis, à 8 000 euros d'amende. Vous savez pourquoi ? Non. Pour Non. harcèlement moral sur une de ses collaboratrices qui a fini par se suicider. Ah oui. Ah. Et donc il a l'investiture quand même. Et il a l'investiture, ce qui a fait réagir les militants socialistes, parce que c'est une investiture qui lui a été attribuée en catimini d'après nos informations, et 15 des militants socialistes ont démissionné, dont certains membres du conseil municipal. Mais là, c'est un plan de promotion des auteurs de violence. C'est inquiétant, c'est extrêmement inquiétant. Surprenant, oui. Bon, enfin. Et vous Oui, moi j'ai un coup de gueule un peu à rebondissement. En fait, ça concerne Dieudonné. Bon, ça date pas d'aujourd'hui l'histoire, mais enfin, vous savez qu'il devait environ 900 000 euros au fisc, et que, en fait, en allant faire une perquisition chez lui, les policiers ont trouvé 650 000 euros en espèces et 15 000 dollars. Vous imaginez, bon, il aurait pu mettre ça à la banque. Voilà un homme qui soigneusement économisait sans doute pour rembourser le fisc, mais c'est la première fois quand même que je vois dans un matelas aussi bien garni. Je pense que c'est ce qui a fait que pour beaucoup, à force de planquer l'argent dans les matelas, on parle du lit en portefeuille. Mais ça, c'est la première partie de mon coup de gueule. La deuxième, ça concerne un journal financier, l'AGFI, un quotidien qui a Votre coup de gueule publié concerne le journal ou les informations? les informations Voilà. du journal. Et vous savez, il y a eu une liste qui a été récupérée par la France. Avec plus de 3000 noms à l'époque? Oh, beaucoup plus. Des milliers et des milliers de noms de gens qui avaient mis de l'argent en Suisse à la banque HSBC. Et donc que l'État a récupéré par le biais de quelqu'un qui était un informaticien de cette banque. Et il semblerait, d'après ce journal financier, qu'il y ait 3300 noms de clients français de HSBC qui est disparu de la liste. C'est bizarre, quoi. C'est-à-dire, vous êtes en train de nous dire que ce journal donne une information qui consiste à dire que l'État français ou les services ont retiré 3000 Il y a noms quelqu'un qui aurait retiré d'évadés 3300 fiscaux. noms. Voilà, d'évadés fiscaux. d'évagués fiscaux. Alors, allez, on peut aller un peu plus loin. Il doit certainement avoir quelques amis du pouvoir, quelques politiciens. C'est ce qu'il laisse entendre. Il n'y a pas de preuves. Simplement, je trouve intéressant, puisqu'on Le est parallèle, allé aussi hein. vite pour régler le problème de Dieudonné, parce que quand même, il y a des choses qui vont très vite d'un côté, qu'on aille un peu plus vite de l'autre pour y voir clair dans cette affaire, parce que c'est une affaire qui date C'est quand une même justice à deux vitesses? de plusieurs... ça fait 1 an que ça traîne, cette histoire, plus même. C'est une justice à deux vitesses. Peut-être. En tout cas, Ou une avec police, Dieudonné, ça elle va très vite. Monsieur Petit-Clair, puisqu'on parlait de clarté, quel est votre coup de gueule? Moi, j'aurais un coup de gueule contre le cannabis. Il y a une étude là qui vient de paraître là aujourd'hui de l'INSERM, qui révèle un certain nombre de choses qu'on sait déjà, ce que nos jeunes adolescents français comptent parmi les Européens qui consomment le plus de cannabis. Mais ce que je trouve intéressant cette étude, c'est que pour la première fois est confirmée une intuition qui était mienne, c'est qu'on peut faire un lien entre la consommation de cannabis et l'échec scolaire. Alors ce discours du politiquement correct, où il faut effectivement lutter contre le décrochage scolaire, et puis d'un autre côté banaliser l'usage du cannabis, moi ça me fait bondir aujourd'hui, et je crois qu'une vraie prévention d'échec scolaire, ça passe aussi par une prévention du cannabis. Oui, d'autant qu'il y a quand même des études qui laissent apparaître, semble-t-il, que ça a aussi parfois une incidence sur des maladies comme la Développement de schizophrénie. psychose. Voilà. Il y a des séquelles qui peuvent durer longtemps, hélas. On va Pas revenir- sur tout le monde, mais on va- dans certains cas. On va revenir avec notre invité sur tous ces sujets, notamment sur le renouvellement de la politique jeunesse-prévention, sur le manif pour tous, sur les incidents dans les lieux de culte, votre regard sur la laïcité, votre vision de la société française et de la manière dont elle évolue, vos combats d'aujourd'hui. Mais avant, on va naturellement faire le portrait de l'invité, décortiqué par Pierre Cardot. Oui. Alors, je dois dire que je suis très content de pouvoir faire ce portrait, sachant qu'en plus, j'ai une opportunité extraordinaire, c'est que, donc, en fait, on va avoir un débat qui va concerner, si je puis dire, la Bible et le Coran. Oui, D'accord. voilà. Je m'attendais à ce que vous la fassiez, celle-là. mais bon, vous ne pouvez pas la rater Était avec facile, un était curé facile, ici, était facile. Voilà. Bon. Voilà. Donc, Jean-Marie, on se tutoie toujours depuis 30 ans. Donc, tu es né le 2 février 53 à Tiberville.
tu as été élevé dans une famille de médecins en Normandie. Ah, Bon. Et tu as étudié d'abord au lycée privé Sainte-Geneviève. Tu as intégré Polytechnique en 1971. T'étais pas vieux, hein? 18 ans. Oui, c'est pas mal, hein? J'étais le deuxième plus jeune. Il y en avait un qui était né en mars. Mais voilà. Oui, de peu. Voilà. Donc, tu es sorti en 74 et tu avais hésité à l'époque entre un engagement religieux et un engagement politique. Déjà, la politique te travaillait un petit peu Oui, parce que j'avais 15 ans en 68. Alors ça a été 68, une Oui. époque où on rêvait beaucoup. Enfin, ça coïncidait aussi avec l'adolescence. C'est là, je me souviens d'avoir entendu sur mon transistor les discours à l'Assemblée nationale, la première fois que je m'intéressais beaucoup. Et c'est vrai que j'étais alors à l'époque assez proche des idées de Michel Rocard. Voilà, sur l'autogestion. C'était. Oui, ça faisait rêver, effectivement. Mais donc, tu as pratiqué l'athlétisme énormément, semble-t-il. Et à cause de cela, tu t'es retrouvé cloué dans un lit d'hôpital pendant un moment. Et il semblerait que finalement, ça a orienté ton choix. Oui, parce que quand j'étais au collège, quand j'étais au lycée, donc tu as vu, j'étais assez jeune, donc j'avais 2 ans de moins que la moyenne de classe, Oui. et j'avais cette fierté de pas vouloir être lâché par mes camarades de classe lorsqu'ils se mettaient à courir. Alors c'est fou les efforts que j'ai faits pour ne pas être lâché, parce que quand on a 13 ans et que la moyenne de classe est à 15, il y a quand même un peu un décalage. Et quand j'ai commencé à courir avec des jeunes de mon âge, donc arrivé en prépa et puis à l'X, alors je me suis aperçu que je courais en fait très vite. Et que plus personne n'arrivait à me suivre. Donc je suis devenu capitaine d'équipe d'athlétisme. Et là, j'ai un peu déconné dans ma vie étudiante. C'est-à-dire que je crois qu'avec le niveau d'effort que je demandais à mon corps, et puis tu sais, après les années de prépa et de taupe, la belle vie dans le quartier latin, voilà, c'est sympa, quoi. Eh bien, ce qui devait arriver à une compétition au stade du Manoir, où j'essayais de viser la qualification pour les championnats de France, eh bien, mon os a cassé en pleine course, et ça a été le début d'une grande galère. Avec une fracture en pleine course, donc fracture ouverte, et puis des tas de problèmes, de plaques qui s'infectaient, de greffe qui n'a pas marché. Et donc j'étais 18 mois en fait sans marcher, ou en fauteuil. Et quand on a 20 ans, que tout vous a réussi jusqu'alors, et qu'on se retrouve avec comme question dans la tête, mais est-ce que je remarcherai un jour, on voit les choses de manière un peu différente, quoi. Et c'est là où il y a eu tout un cheminement, en me disant, si je remarche un jour, on n'a qu'une vie. Et je m'apercevais sur mon lit d'hôpital que, finalement, j'avais plus de bonheur dans mes activités de chef scout que dans ces grands exposés que je faisais au Pont de Dalor, Jacques Attali, Stolerus, c'était mes profs d'économie. Et voilà. C'est dommage parce que si t'avais pu écouter, peut-être que ça aurait été plus efficace après. Mais bon. On avance encore après. Oui, j'avance, mais tu sais... Non, parce que si à chaque phrase il répond en 30 oui. on va la Alors, je faire. vais répondre brièvement. Mais il est vraiment dictatorial, cet animateur. C'est incroyable, ça. On peut pas faire ce qu'on veut ici. Vas-y, monsieur Gardon. Je te rappelle qu'on est bénévole, tu peux pas nous licencier. Hein. Ça, je l'avais bien compris. Ah bon. Vous ne cessez de me le répéter à chaque Alors, émission. Donc, il est devenu prêtre salésien parce qu'en fait, il a lu énormément d'ouvrages de celui qu'on appelait Don Bosco. Alors, juste là-dessus, c'est quoi salésien? Alors, salésien, c'est un ordre religieux. Vous savez qu'il y a 2 types de clergés. Il y a les prêtres diocésains qui dépendent des évêques, et puis il y a les prêtres qui sont des religieux. Alors il y a les franciscains, il y a les dominicains, il y a les jésuites qui sont parmi les plus connus puisque le pape est jésuite. Et donc les salésiens, c'est un ordre religieux. Alors, qui dit ordre religieux dit vivre en communauté. Voilà, au service d'une mission qui est celle du fondateur. Et la mission de Jean Bosco, c'était le service des jeunes en difficulté. C'est lui qui disait, si tu ne t'occupes pas des jeunes aujourd'hui, demain c'est eux qui s'occuperont de toi. Si ma mémoire est bonne. Tout à fait, c'est en Ouais. 1883. Hein. Oui. Non, mais et puis en plus ils sont partout. Moi, je vais à Madagascar un jour, à Tananarive, et je vois un grand établissement, Don Bosco. D'accord. Voilà. Et- Bon, et je continue. concernant notre Enfin, invité c'est pas moi qui ai posé la question, c'est toi qui l'as fait parler. Là, c'est signal. Mais bon. Alors, donc, il va du coup suivre une formation d'éducateur spécialisé, c'est-à-dire éducateur de rue, et il va créer le premier club de prévention spécialisé à Chanteloup. Chanteloup-les-Vignes, voilà. Mais avant qu'il le crée, c'est là que moi, qui suis président à l'époque d'une association, l'AVEC, je découvre un éducateur spécialisé, je ne sais pas ce que c'est que cette race. Moi, j'organise des balles, et puis lui, il parle avec les jeunes, voilà. Et il m'explique qu'il ne faut pas utiliser la violence pour lutter contre la violence. Ce qui me pose des tas de problèmes. Quand il y a des bagarres, je fais comment pour calmer le jeu? Voilà. Donc d'ordinaire, c'est plutôt à coup de poing que ça se règle, mais lui, il m'explique que c'est par la parole, etc. Donc ça me fait beaucoup réfléchir, mais surtout après. Et donc, il va créer ce foyer. Par la suite, il quitte Chanteloup, en fait, en 83. Au moment où je me retrouve maire, et il me dit, voilà, je m'en vais. Et il va créer un foyer pour les jeunes.
Il va créer un foyer avec des tas d'activités. Il va même avoir un voilier, le Diamant, où il emmène les jeunes en bateau pendant un bon moment. Voilà. Et il fait des tas de trucs. Et bon. Et ce monsieur qui donc va être sur Caen à l'époque va être rappelé par le maire en 90 parce qu'il y a des émeutes. Et que le maire se demande à l'époque qu'est-ce qui se passe et d'où vient cette violence brutalement qui éclate alors que tout semble aller mieux sur la ville. Et c'est lui qui va être à l'origine de la création des médiateurs qui vont permettre de mettre un peu de dialogue et d'éviter la violence dans les bus d'abord, puis dans les trains, et ça deviendra d'abord les messagers, puis Promoville, enfin bon, qui existent toujours, qui sont en contrat. 180 salariés aujourd'hui. C'est un énorme succès. Et alors, il va fonder aussi le Val d'Occo, à Argenteuil. Donc là, il a toujours faim, c'est pour ça qu'il est sur la dalle. Et puis, l'Institut de formation au métier de la ville. Et puis, il va continuer sa carrière. On va le retrouver du côté de Lyon, à Vaux-en-Velin. Il va travailler avec un ex-collègue, Charrier.